Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de vous apprendre comment vérifier votre circuit itératif. On montrera tout d'abord les limitations de l'outil de simulation sous Quartus Prime Lite, puis je vous expliquerai comment effectuer une simulation avec ModelSim pour réussir à valider le fonctionnement de votre circuit itératif. Avant de s'attaquer à la simulation, on doit tout d'abord compiler notre design. Donc, pour compiler un composant, je vous rappelle qu'on doit le sélectionner, qu'on doit mettre le focus sur ce composant en le plaçant comme étant le top level entity. Vous pouvez confirmer votre top level entity en allant dans la hiérarchie. Donc, on voit ici que notre porte E en circuit itératif est bel et bien le composant qui a le focus. Pour effectuer la compilation, si vous faites seulement qu'une compilation pour la simulation, on peut utiliser la synthèse. Donc, en utilisant l'icône à droite, on va avoir un processus de compilation plus rapide que si on faisait le processus complet. Et donc, suite à la synthèse, on pourra s'attaquer à la création de notre waveform. Une fois que la compilation est terminée, on peut démarrer la création de notre simulation en appuyant sur l'icône New. On va venir choisir le University Program Waveform. En appliquant sur OK, on peut maintenant venir sélectionner les signaux qui font partie de notre circuit itératif en faisant un clic droit de souris dans la colonne de gauche, en appuyant sur Insert. On doit aller chercher les Node Finder et appuyer sur List pour obtenir l'ensemble de vos valeurs. Si on appuie sur OK, et qu'on transfère les nodes à l'intérieur et qu'on sélectionne les nodes en les transférant grâce à la flèche de droite, on peut appuyer sur OK et avoir les différentes nodes à l'intérieur de notre waveform. Alors, je commence tout le temps par tester ma simulation avec une section qui est à 0, donc ma sortie Q devrait être à 0 de 0 à 80 nanosecondes. Ensuite, on peut sélectionner une portion de notre waveform ici pour la mettre à une certaine valeur. Donc, on va commencer par mettre l'ensemble des bits du bus à 1. Donc, ici, au niveau de ma sortie, je devrais avoir la sortie à 1 étant donné qu'on fait une porte end. Mais je veux aussi tester différents cas d'utilisation. Alors, on va placer 5 autres sections. Donc, on peut sélectionner des portions de notre waveform pour les mettre à 1. Je vais en sélectionner 5 sections, comme j'ai dit. La raison pour laquelle je veux 5 sections, c'est parce que on va faire varier, on va désactiver un bit à la fois pour voir si la porte réagit correctement. Donc, par exemple, si le signal A3 est à 0, puisqu'on fait un AND, ma sortie devrait être à 0. Même chose, je vais descendre la non-sélection d'un signal jusqu'en bas. Je veux les faire un par un. Et puis, pour m'assurer que tout fonctionne bien, je vais refaire une portion de ma simulation où la sortie devrait être active. Donc, on sauvegarde le fichier avec le même nom que l'outil Quartus nous propose pour pas dérégler le générateur de code qui crée vos simulations. On n'oublie pas de venir retirer l'option No VOPT. On sait que cette option-là n'est pas supportée par l'outil actuellement. Donc, on fait Save. Et si on exécute notre simulation, on devrait s'attendre à avoir 0 au début, un 1 au niveau de la sortie dans la deuxième section. Tout le reste de la simulation devrait rester à 0 parce qu'on vient désactiver un bit à la fois dans notre bus. Et finalement, notre porte N va remonter à 1 lorsque les 4 bits vont être sélectionnés à la fin. Si on exécute la simulation en appuyant sur Play, on voit que le processus de simulation débute. Au niveau de la sortie, on a notre 0 initial, on a le premier 1 aussi lorsque tous les bits sont actifs. Même chose à la fin. On voit qu'une portion de notre porte N fonctionne. Donc, quand j'ai désactivé ici le A3, c'est correct. Ça marche. Je vous rappelle qu'on avait fait une erreur
intentionnel dans notre design pour montrer justement le processus de débogage avec Quartus. Donc, on a à déboguer les sorties qui sont à 1 ici. C'est pas idéal. En fait, c'est pas le résultat qu'on s'attend. Pour réussir à faire le débogage de notre circuit, il faudrait qu'on soit en mesure d'aller analyser qu'est-ce qui se passe au niveau de l'architecture de notre circuit itératif. Et donc, l'ensemble de la logique est basé sur le signal interne de connexion. Alors, au niveau de la waveform, on peut tenter d'ajouter d'autres signaux. Si on va au niveau de notre Node Finder, on est capable de sélectionner autre chose que seulement les broches d'entrée et de sortie. On pourrait aller chercher tous les signaux de design qui sont employés dans notre code VHDL. Donc, si on fait la liste ici, on remarque que on a accès à notre bus de connexion interne et on a même accès aux différentes cellules, à leur broche d'entrée et à leur broche de sortie. Donc, prenons l'ensemble de ces signaux-là, amenons-la au niveau de la waveform. Et si on réexécute la simulation, on s'attendrait à avoir varié ces différents signaux-là. Donc, on pourrait aller voir comment se comportent les entrées et les sorties de chacune de nos cellules type. Et malheureusement, si on effectue la simulation, on va remarquer que les résultats qui nous sont donnés sont absolument insensés. Le U, ça veut dire unconnected. C'est assuré que nos cellules ne sont pas unconnected, sinon il serait impossible d'avoir un 1 à la sortie lorsqu'on a le cas fonctionnel. Donc, c'est une limitation au niveau de l'outil. Après plusieurs recherches, j'en conclus qu'on ne peut pas observer les signaux internes de notre circuit itératif avec l'outil de Quartus Prime Lite. C'est pour cette raison-là qu'on va vous apprendre à effectuer des test bench et des simulations sous ModelSim. Un test bench est un fichier de simulation en VHDL. Donc, pour créer notre test bench, on va appuyer sur New dans notre environnement Quartus. On va aller chercher un fichier VHDL et on va renommer notre fichier en l'appelant testbench endgate and inputs. Alors, puisque le testbench est un fichier VHDL, on doit encore une fois déclarer notre librairie i3e. On doit encore utiliser la librairie i3e.stdlogic 1164 pour avoir accès à nos types de base. Et dans un test bench, l'entité ne représente pas, en fait, ce fichier VHDL-là ne représente pas une composante qui pourrait être placée sur un circuit intégré. Le VHDL est composé de 2 sections ou de 2 jeux d'instructions. Il y a les instructions synthétisables, donc les instructions qui servent à faire des circuits, celles qu'on a utilisées pour faire notre cellule type ou notre circuit itératif. Mais il y a ensuite des instructions comportementales qui vont servir à la simulation, par exemple. Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici au niveau de notre test bench. Et puisqu'on n'est pas en train de créer un composant électronique, l'entité n'aura pas d'entrée et n'aura pas de sortie. Donc, on doit quand même placer une section entity au niveau de notre fichier VHDL. Cette section-là doit avoir le même nom que le fichier, mais c'est tout. Donc, il n'y aura pas d'entrée, pas de sortie à l'intérieur. On ferme notre entité avec le nom du fichier. Au niveau de l'architecture, on donne un nom à notre architecture. Donc, dans ce cas-ci, on est en train de faire une simulation. On réutilise le nom de l'entité ensuite.
Et dans la section entre la balise architecture et la balise begin, on devra déclarer tous les signaux qu'on voudra contrôler au niveau de notre simulation. Donc on peut commencer par se faire une première constante qui va représenter le temps qui sépare nos différents use cases à l'intérieur de notre simulation. Donc on voit dans l'image d'en haut que mes temps varient à chaque 80 nanosecondes. Donc je pourrais avoir une période de temps pour laisser la simulation effectuer son travail. Donc ici, on veut une période de 80 nanosecondes. Et là, on doit également définir tous les différents éléments qui vont interagir avec notre composant sous-test. Donc, j'ai besoin d'un entier qui représente la largeur du signal ou la largeur de ma porte end. Donc dans ce cas-ci, il s'agit d'un entier et on veut faire des tests sur un entier à 4 bits. Pas sur un entier à 4 bits, sur un signal qui aura 4 bits. Justement, le signal d'entrée de mon composant sous-test, on l'avait appelé A dans le design. Donc il s'agit d'un STD Logic Vector. On veut que ce signal A est de 3 à 0 au niveau des indices de ces bits. Donc on va se servir de notre constante pour représenter le 3. Et mon composant sous-test possède une sortie, la sortie Q. Donc je voudrais observer cette sortie-là au niveau de mon test bench. Il faut que je déclare un signal pour en faire l'observation. À l'intérieur de notre architecture, on doit faire la connexion et l'instanciation de notre composant sous-test. Donc ici, j'ai ma gate end que je veux tester. Je lui donne un nom pour définir son instance. C'est une donnée qui provient de ma librairie de travail. Donc elle s'appelle endGate endInputs. Donc c'est le nom du fichier VHDL que je veux tester. Et on doit faire le mapping de cette entité-là. Donc, il y a le paramètre n qui doit être établi. Donc, la valeur n de ma gate end doit être placée à 4. Donc, je vais utiliser ma constante définie au niveau de mon test bench. Puis on doit aussi faire le mapping des ports d'entrée et de sortie. Donc on se rappelle que à gauche d'un port map, on place les signaux du composant qui est instancié et à droite, on place les signaux qu'on veut associer à ce mapping. Dans ce cas-ci, j'ai fait exprès d'utiliser les mêmes noms pour éviter toute confusion. Et à partir de ce moment, on pourra commencer à créer notre waveform. Donc, le waveform doit être créé à l'intérieur de ce qu'on appelle un process. Le process doit commencer. Donc, la balise begin est utilisée à différents endroits en VHDL. Et on doit terminer notre process avec la balise end process. Et à l'intérieur, tout ce qu'on veut faire, c'est l'assignation de notre port A pour recréer le waveform qu'on aurait voulu faire dans Quartus. Puis l'engin de simulation va nous illustrer comment Q réagit. Donc pour commencer, on a placé dans A 4 bits qui étaient à 0. Donc on utilise les guillemets pour représenter un boss. Les apostrophes servent à représenter un seul bit. Puis, on va vouloir attendre que la simulation réagisse pendant les 80 nanosecondes. Donc, on va utiliser notre période de temps pour faire l'attente. Et là, ben, cette paire d'instructions va être répétée pour les différentes sections de notre waveform. Donc, on voulait tester une section où tous les bits étaient à 1. Cette section-là sera aussi utilisée à la fin de notre
de notre test bench. Puis on avait 4 autres sections. Et dans ces 4 autres sections, on venait désactiver un bit à la fois. Alors, on va désactiver le MSB, ensuite le bit centre-gauche, ensuite le bit centre-droite et finalement le LSB. Puis à la fin, on laisse la simulation se terminer en faisant un temps d'attente qui, dans le fond, qui est une attente pour toujours. Maintenant que le test bench est écrit, on veut le compiler et le lancer. Donc, sachez que Quartus n'est pas en mesure de compiler un test bench. Quartus compile seulement des instructions qui sont synthétisables, donc des instructions qui peuvent aller à l'intérieur d'un FPGA. Les commandes d'attente qui sont ici avec les wait, ce sont des instructions qui ne sont pas synthétisables. Donc, je répète, là, Quartus ne peut pas compiler le test bench. C'est pour cette raison-là qu'on va utiliser un deuxième logiciel pour effectuer notre simulation, c'est-à-dire ModelSim. Donc, une fois que vous ouvrez ModelSim, vous avez accès à une fenêtre de commande ici qui est le transcript. Alors, au niveau du transcript, on doit tout d'abord commencer par déplacer l'environnement de travail à l'intérieur du dossier où notre test bench se situe. Si vous tapez la commande pwd pour déterminer quel est votre working directory actuel, votre répertoire de travail, on voit qu'en ce moment, le répertoire de travail pointe sur mon dossier d'installation de Quartus Prime Lite. Ce n'est pas là que j'ai installé, ce n'est pas là que j'ai placé mon test bench. Donc la commande cd va permettre de déplacer déplacer le répertoire de travail à l'endroit où mon projet Quartus se situe. Donc, lorsque vous vous déplacez d'un dossier à l'autre, il faut se servir d'un front slash, donc de la barre oblique vers la droite, pour avancer à l'intérieur des différents dossiers. Si vous copiez le chemin de travail ou le répertoire dans lequel votre fichier se situe, c'est absolument primordial que le chemin d'accès soit représenté avec la barre oblique vers la droite. Donc, une fois que vous êtes rendu au bon répertoire, on peut utiliser la commande ls pour voir les fichiers qui sont à l'intérieur de ce répertoire-là. Donc, on voit ici là, que mon test bench est à l'intérieur, test bench and gate and entries. C'est à partir de cet endroit-là qu'on va pouvoir faire notre compilation. Pour réussir à effectuer notre simulation, plusieurs commandes devront être utilisées. Par exemple, il faudra compiler le fichier testbench, le fichier endGateAndEntries, le fichier endGateCells. Et donc, un script sera nécessaire pour réussir à faire la compilation. Pour créer votre script, allez utiliser n'importe quel éditeur de texte pour faire la création de votre script. Donc, dans mon cas, moi, je vais utiliser Notepad++. Enregistrez un nouveau fichier à l'intérieur de votre répertoire de travail. Donc, dans ce cas-ci, je travaille sur mon desktop, dans exemple Quartus. Le nom de votre script peut être pas mal n'importe quoi, mais généralement, on utilise le nom testbench.do. Donc, .do, c'est l'extension qui est reconnue par ModelSim pour effectuer les scripts, mais comme j'ai dit, le nom et même l'extension pourraient être n'importe quoi. J'utilise le .do par convention. Donc, au niveau de ce script, il y aura plusieurs sections. Okay, tout d'abord, il faudra faire le clean-up de l'environnement de travail. Ensuite, on va devoir faire la compilation des composantes. Par la suite, on va devoir charger
le test bench. Puis, on va devoir configurer la visualisation de notre simulation. Alors, pour faire le clean-up de l'environnement de travail, on doit tout d'abord indiquer à ModelSim que notre librairie de travail s'appelle Work. On va vouloir déliter cette librairie-là pour, dans le fond, retirer les anciens fichiers de compilation qu'il pourrait y avoir. On risque de lancer notre simulation à plusieurs reprises, donc on veut effectuer on veut retirer l'ancien design qui aurait été exécuté pour être sûr qu'il n'y ait pas de conflit. Donc, vdel-all va nous permettre de supprimer notre librairie work. Puis ensuite, on va recréer la même librairie. Donc, ces 4 commandes forment toujours, dans le fond, l'entête du script de compilation pour ModelSim. Pour compiler nos composantes, on doit utiliser la commande vcom. Donc, vcom, c'est pour vhdl compile. Et on doit compiler les composantes dans leur ordre hiérarchique. Donc, puisque le circuit itératif, par exemple, utilise la cellule type, le fichier qui représente votre cellule type doit être compilé d'abord. Ensuite, on doit compiler le circuit itératif. Et finalement, on doit compiler le test bench. Pour charger notre test bench et pour lancer la simulation, on doit utiliser la commande vsim. Vsim, c'est pour VHDL Simulate. Et ce qu'on doit placer au niveau de l'argument de cette commande-là, ce n'est pas un nom de fichier VHDL. Okay? Donc ici, c'est une erreur assez fréquente que les étudiants font. Ce qu'on doit placer, c'est le nom de l'entité de notre test bench. Donc c'est le même nom que le nom de fichier, mais il ne faut pas mettre l'extension VHD à cet endroit. Pour configurer la visualisation de la simulation, on peut ajouter l'ensemble des signaux de notre test bench en faisant un add. Donc, on veut ajouter à la waveform l'ensemble de nos signaux avec l'étoile et leur affichage va être sous la forme hexadécimale. On pourrait utiliser un affichage sous la forme décimale ou un affichage sous la forme binaire, mais l'hexadécimal est approprié dans ce cas-ci. Si vous voulez, il existe toute une série de commandes qui permettent de configurer comment la visualisation des signaux se fait. Donc, par exemple, on pourrait modifier la largeur de nos colonnes pour avoir une visualisation qui est adéquate. Donc, je peux modifier la largeur de ma colonne de nom, je peux modifier la largeur de ma colonne de valeur. Et si je veux que ces modifications-là soient prises en compte, je dois utiliser la commande update. Et une fois que ça c'est fait, on va vouloir faire un zoom sur l'ensemble de notre période de simulation. Donc, généralement, un script dans ModelSim ressemble à ceci. Les sections importantes sont la suppression de l'environnement de travail, c'est tout le temps les mêmes commandes. Au niveau de la compilation, il faut adapter en fonction des fichiers qu'on veut tester, mais on compile tout le temps de la plus petite composante jusqu'à la plus grosse composante. Les liens de composition sont importants, donc on ne pourrait pas compiler le test bench avant d'avoir compilé toutes ces sous-composantes. Pour lancer notre simulation, on utilise vsim. Pour lancer le processus de compilation et de simulation, vous avez qu'à employer la commande do au niveau de votre transcript, choisir le nom du script que vous voulez effectuer. Donc, notre commande est do espace testbench.do. Quand on appuie sur play, on remarque que des erreurs de compilation sont apparues au niveau de notre script.
Donc, sachez qu'il y a un éditeur de texte également qui est associé avec ModelSim. Donc, si je clique sur mon erreur de compilation, on voit que mon instruction wait n'est pas tout à fait exacte et que j'aurais dû utiliser wait for le temps que je voulais. Donc, cette instruction-là se répète à quelques endroits au niveau de mon test bench. On va juste prendre le temps de corriger chacune des instructions. Donc, j'avais oublié le mot for lorsque j'ai codé le test bench précédemment. Si vous voulez réexécuter votre script de simulation, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est sauvegarder le test bench. On peut effacer la fenêtre de transcript en faisant un clic droit de souris, en appuyant sur Clear, et on réexécute le script de simulation. Donc, on voit que le script débute, que la waveform se crée. En ce moment, on remarque que notre simulation est vide parce que j'ai essentiellement oublié une commande dans le script.do. Donc, si on revient ici au niveau de notre script, après avoir fait la configuration et la visualisation de notre simulation, il faut exécuter la simulation. Donc, j'ai oublié la commande run. Donc, si on ajoute un run sur 1000 nanosecondes et qu'on réexécute notre simulation. Donc, si on retourne dans ModelSim et qu'on réexécute la simulation, en ayant ajouté la période run, on voit que notre simulation commence. Et tel qu'on voulait le représenter ici, on a la même waveform que dans Quartus, donc c'est-à-dire que ici, on a commencé par faire un premier test où tout était à 0. C'est normal que la sortie Q qui est illustrée en bas soit à 0. Quand mes 4 bits placés à l'entrée de ma porte N sont à 1, c'est normal que ma sortie soit à 1 également. Puis j'ai commencé par désactiver le MSB, ce qui a fait que la gate end est retombée avec une sortie à 0. Malheureusement, lorsque j'ai remis le MSB à 1 et que j'ai mis mon bit central à 0, on a la même erreur qui était visualisée dans Quartus. La raison pour laquelle je vous montre à utiliser ModelSim, c'est parce qu'on peut maintenant explorer les fichiers, on peut maintenant explorer les signaux internes de notre design. Donc, vous voyez ici, là, on a accès à toutes les données de notre test bench. Quand on va à travers la gate end, on aurait accès à notre signaux de connexion interne. On pourrait même aller chercher les signaux de chacune des cellules. Donc, il faut juste être en mesure d'ajouter, par exemple, notre signal de connexion interne au niveau de notre waveform. Pour réussir à faire ça, on va ajouter un signal au niveau de notre script do. Alors, en plus de vouloir visualiser tous les signaux du test bench, on va ajouter un autre signal. Et lorsqu'on crée la séquence pour accéder aux signaux qui nous intéressent, il faut partir absolument du test bench. Ensuite, on doit utiliser le nom d'instance de notre endgate. Donc, je vous rappelle que lorsqu'on a créé le mapping au niveau de notre test bench, on a donné un nom à notre composant. Il faut utiliser ce nom de composant à l'intérieur du script.do pour visualiser les signaux qui sont à l'intérieur. Puis, on peut aller chercher notre signal de connexion pour l'ajouter au waveform. Si on exécute de nouveau la simulation en réexécutant le script.do, la waveform se régénère à nouveau. Cette fois-ci, on voit que notre signal interne est ajouté à l'intérieur. Lorsqu'on arrive à notre cas problématique,
On se rappelle qu'au niveau de notre design, c'est le signal 3 ici qui devait représenter la fin de notre circuit itératif. Donc on voit que le circuit itératif a produit le bon résultat. Pourtant, ma sortie a produit une valeur à 1. Le seul bit qui est à 1 dans mon signal d'interconnexion est le LSB. Donc, on peut en déduire qu'on a fait une faute de connexion lorsqu'on est venu faire la connexion de nos signaux limites. Pour corriger cette situation, on retourne au niveau de Quartus dans notre circuit itératif. On change l'erreur qu'on avait fait lorsqu'on a designé le circuit. Donc, on met le MSB à la sortie. Tel qu'illustré à gauche, c'est vraiment ce qu'on avait designé. Donc, c'est juste une erreur de traduction au niveau de notre design. Je vous rappelle que c'était une erreur intentionnelle. Et si on save, on va pouvoir recommencer la simulation à nouveau en réexécutant le script .do. Donc, la waveform se régénère. Et maintenant, au niveau de notre sortie, les seuls moments où la porte end est à 1, c'est lorsqu'on avait les 4 entrées à 1 également. Donc, à ce stade-ci, notre circuit itératif est fonctionnel.